ce matin, vous avez définitivement perdu le contrôle des droits de vote de cette société. La sentence résonna à travers le vaste salon d'apparat aux moulures haussmanniennes transformé en salle de conseil, surplombant l'avenue Hoche. Christophe de Rochefort était encore debout lorsque les mots le frappèrent. Une main fermement posée sur la table en acajou massif, l'autre serrant son stylo Montblanc avec une telle force que ses jointures blanchissaient. Face à lui, le vénérable notaire de la famille, maître de la Croix, ajusta calmement le cadran de sa montre ancienne et fit glisser un acte notarié scellé vers le centre de la table. Cette directive a pris effet dès l'instant du décès de Nathalie de Rochefort. Un silence lourd et irrévocable envahit la pièce au haut plafond. Dehors, Paris poursuivait sa course effrénée. Les taxis parisiens filaient, le ruban gris des Champs-Élysées s'étirait, et la ligne lointaine des arbres du parc Monceau frémissait sous le vent. À l'intérieur, un empire s'effondrait sans qu'une seule voix ne s'élevât. Léa de Vigny sentit le sang déserter son visage. Quelques jours auparavant, elle se tenait encore fièrement aux côtés de Christophe lors d'un gala de charité à l'hôtel de Crillon. Les flashs des journalistes crépitaient, les murmures mondains la désignaient déjà comme la future Madame de Rochefort. À présent, le directeur juridique de l'entreprise fuyait son regard. Christophe laissa échapper un rire bref, tranchant, teinté d'incrédulité. C'est impossible. Nathalie n'avait plus aucune autorité légale. Le regard du notaire ne s'adoucit pas, elle en avait infiniment plus que vous ne l'avez jamais compris. Quelques heures plus tôt, les couronnes de fleurs blanches des funérailles de Nathalie exhalaient encore leur parfum de deuil sous les voûtes de l'église de la Madeleine. 3 nouveau-nés dormaient paisiblement dans l'aile néonatale privée d'un hôpital de l'Ouest parisien, ignorant que leur simple existence venait de faire basculer l'équilibre d'un empire financier inestimable. Christophe chercha son téléphone. Aucun signal ne filtrait à travers les murs épais de la salle du conseil. Léa fit un pas en avant. « Christophe, de quoi parle-t-il » Maître Delacroix ouvrit l'épais dossier de cuir. « Votre épouse a signé ses actes authentiques au cœur de la nuit, la veille de son accouchement. » L'atmosphère changea brutalement. Une année auparavant, Nathalie avait été doucement écartée de cette même table pour des raisons de santé. Enceinte de triplé, elle souriait avec courtoisie, faisant apparemment confiance à son mari. Ou du moins, c'est ce qu'il croyait. La voix de Christophe se fit grave, menaçante. « Lisez-le. » Le notaire s'exécuta. Et dès la première clause, Christophe comprit une vérité qui lui comprima la poitrine. Nathalie ne s'était pas préparée à la maternité. Elle s'était préparée à la guerre. 1 an plus tôt, Nathalie de Rochefort se tenait sous les lustres de cristal de l'hôtel de Crillon, une main posée avec grâce sur son ventre encore plat. Le grand salon brillait de reflets dorés. Un quatuor à cordes jouait doucement près des colonnes de marbre. Dehors, la place de la Concorde s'illuminait. À l'intérieur, l'élite parisienne portait un toast à la dernière expansion du groupe Whitman et Rochefort. De luxueux projets immobiliers s'élevaient désormais de Londres jusqu'à Dubaï. Christophe était dans son élément, confiant, charismatique, magnétique. Il ajusta ses boutons de manchette et monta sur l'estrade, remerciant les investisseurs, les officiels de l'État, et, mon incroyable épouse, Nathalie, qui est l'âme même du patrimoine que nous bâtissons. Les applaudissements furent chaleureux. Nathalie sourit, sereine, majestueuse dans une robe de haute couture bleu nuit que Christophe avait lui-même choisie. Les photographes immortalisèrent l'instant, l'image parfaite de la lignée, de l'esprit de famille et de la stabilité. Puis, Léa de Vigny s'approcha. Elle avait rejoint l'entreprise quelques semaines plus tôt, débauchée d'une firme d'investissement technologique ambitieuse. 31 ans. Vive, avide de pouvoir, affichant une assurance redoutable dans un tailleur blanc immaculé. Madame de Rochefort, dit chaleureusement Léa en tendant la main. C'est un immense honneur. Monsieur de Rochefort fait de tels éloges sur vous. Sa poignée de main s'attarda une fraction de seconde de trop. Nathalie remarqua la façon dont la voix de Christophe se modifia lorsqu'il répondit à Léa. Plus feutré, légèrement abaissé, une tonalité privée habilement dissimulée sous le vernis de la courtoisie professionnelle. Plus tard dans la soirée, Nathalie s'éloigna de la foule mondaine pour reprendre son souffle près des portes-fenêtres donnant sur le balcon. L'air parisien y était plus frais. À travers le reflet de la vitre, elle aperçut un détail qui figea son sang. Christophe et Léa se tenaient proches. Trop proches. Ils ne se touchaient pas, mais la distance n'était pas celle qu'exige la bienséance. Léa rit à une remarque de Christophe. Ce dernier se pencha vers elle,
sa main effleurant brièvement le creux de ses reins alors qu'un photographe passait. C'était subtil, presque imperceptible, mais une épouse sait lire ses silences. Lorsque Christophe revint vers Nathalie, il déposa un baiser mondain sur sa joue. « Tout va bien ? Tu as l'air fatigué. »« Je vais bien, » répondit-elle doucement. Il lui pressa la main. Après l'arrivée des bébés, le rythme ralentira. Je te le promets. Des bébés. C'était la première fois qu'il s'exprimait ainsi. Pas « nos bébés », simplement « les bébés ». Cette nuit-là, de retour dans leur vaste appartement haussmannien dominant le parc Monceau, Nathalie s'assit seule au bord de leur lit. Christophe prenait une douche, son téléphone posé sur la table de chevet, l'écran s'illuminant à la réception d'un message. Christophe, cette soirée était parfaite. Nathalie n'ouvrit pas le message. Elle n'en avait pas besoin. Elle posa la main sur son ventre et murmura une promesse que seule elle pouvait entendre. Pour la première fois depuis leur union, elle cessa de se sentir en sécurité. 2 semaines après le gala, Nathalie s'assit seule dans l'alcôve discrète d'un grand palace de la rue de Rivoli. Devant elle reposait une fine chemise en cuir qu'elle n'avait pas ouverte depuis des années. Leur contrat de mariage sous le régime de la séparation de biens. Lorsqu'elle et Christophe s'étaient mariés, ils débordaient d'ambition mais manquaient d'assises financières. Le père de Nathalie, issu de la haute bourgeoisie conservatrice, avait exigé une clarté juridique absolue via un acte notarié strict. À l'époque, Nathalie croyait que l'amour rendait la paperasse inutile. Elle comprenait désormais que la paperasse était la seule chose qui survivait à la mort de l'amour. Elle ouvrit le document avec lenteur. Clause après clause, les lignes se resserraient autour d'elle comme un étau invisible. En cas de divorce, elle recevrait une indemnité fixe, généreuse selon les standards habituels, mais dérisoire face à la véritable valorisation du groupe. Toute la plus-value accumulée par Whitman et Rochefort après leur union appartenait exclusivement à Christophe. Son nom ne figurait sur aucune action de contrôle. Son siège au conseil était conditionnel. Son autorité financière révocable. Elle s'adossa à son fauteuil, stabilisant sa respiration. Légalement, elle ne possédait presque rien de ce patrimoine, et elle portait 3 enfants. Le serveur déposa une tasse de café noir près de son ordinateur. Elle ne l'avait pas commandé. Christophe avait dû appeler pour prévenir de son arrivée, un geste faussement prévenant, un rappel constant de celui qui maîtrisait les détails de sa vie. Impassible, Nathalie consulta les archives juridiques du groupe. Des années auparavant, avant de se retirer des opérations courantes, elle avait structuré une série de petites sociétés holdings sous son nom de jeune fille, Whitman Holdings. De faibles pourcentages, des placements discrets, inoffensifs, disait Christophe. Il n'avait jamais remarqué qu'elle y avait intégré des droits de veto conditionnels. À l'époque, c'était une simple prudence stratégique. Aujourd'hui, c'était une question de survie. Son téléphone vibra. Un message de Christophe, déjeuner d'affaires qui s'éternise. Ne m'attends pas, elle regarda l'heure. En plein milieu de l'après-midi. Par la fenêtre du palace, elle aperçut une berline noire stationnée sur le trottoir. Celle de Christophe. Léa sortit de la place du passager. Ils ne virent pas Nathalie dissimulée derrière les lourds rideaux. Léa réajusta son manteau beige. La main de Christophe flotta près de sa taille, sans la toucher tout à fait. Une distance professionnelle de façade masquant une proximité intime. Nathalie referma sèchement le dossier de son contrat de mariage. Si elle demandait le divorce maintenant, elle perdrait tout moyen de pression. Si elle le confrontait, il préparerait sa défense. Si elle restait silencieuse, il lui restait du temps. Elle ouvrit un nouveau document sur son écran, intitulé « Projet de fiducie familiale irrévocable ». Ses doigts s'arrêtèrent un instant au-dessus du clavier. Pendant des années, elle avait protégé l'empire et la réputation de Christophe. Désormais, elle allait protéger l'honneur de sa lignée. Pour la première fois, elle ne planifiait plus la survie de son mariage, mais l'éventualité terrible de ne pas survivre à son accouchement. La salle d'échographie de la clinique privée de Neuilly était plus sombre qu'elle ne l'imaginait, éclairée par la lueur bleutée de l'écran. L'atmosphère y semblait étouffante. Nathalie s'allongea, s'efforçant de ne pas crisper les mains sur le bord de la table d'examen. Le spécialiste passa lentement la sonde sur son ventre. À l'écran, 3 petites pulsations clignotaient avec une régularité troublante. 3 battements de cœur. Cela la bouleversait à chaque fois. Le professeur Mercier déplaça son poids avant de prendre la parole,
avec la prudence caractéristique des médecins face au danger. Madame de Rochefort, porter des triplés à 36 ans vous place d'emblée dans une catégorie à très haut risque, dit-il d'une voix mesurée. Votre tension artérielle n'est pas stable. Nous devons anticiper des complications majeures. Christophe jeta un coup d'œil à sa montre avant de lever les yeux. Quel genre de complications? Le risque d'hémorragie sévère lors de l'accouchement est réel, répondit le professeur. Nous allons programmer une césarienne, mais je veux que vous compreniez tous les deux que le danger pour la mère est immense. Pour vous, madame, pas seulement pour les enfants. Nathalie garda les yeux fixés sur l'écran. 3 petits rythmes, constants et innocents. Christophe serra la main de son épouse. Nous aurons les meilleurs chirurgiens de Paris, déclara-t-il avec assurance. Quel qu'en soit le prix. Le médecin esquissa un sourire las. Il ne s'agit pas d'argent, monsieur. Le trajet de retour parut interminable. À travers les vitres teintées de leur berline, les arbres du parc Monceau se paraient du premier givre de l'hiver. Des parents poussaient des landaux. La vie poursuivait son cours comme si la mort ne rôdait pas. Dans l'habitacle, aucun d'eux ne parla pendant de longues minutes. Tu te fais peur pour rien, finit par lâcher Christophe. Au risque ne veut pas dire issue fatale. Nathalie tourna lentement le visage vers lui. Et si c'est le cas? Il hésita, une fraction de seconde de trop. Nous ferons face, dit-il d'un ton sec. Ne sombre pas dans le drame. Plus tard dans la soirée, la chambre d'enfant semblait d'une perfection glaciale. 3 berceaux en bois précieux, un papier peint au ton neutre, un décor pensé par un architecte d'intérieur qui ne connaîtrait jamais ses enfants. Nathalie s'assit dans un fauteuil à bascule et ouvrit son ordinateur. Elle lança l'enregistrement vidéo. Si vous regardez ceci un jour, commença-t-elle avec une douceur poignante, cela signifie que je n'ai pas pu être à vos côtés comme je le désirais. Sa voix vacilla, mais elle puisa dans la noblesse de son éducation pour continuer. Elle leur parla du courage, de la nécessité de rester digne même dans l'adversité, et de l'importance de protéger le patrimoine moral de la famille. Elle ne prononça pas un seul mot concernant son mariage. Au milieu de son discours, son téléphone s'illumina sur la commode. Un message de Christophe, retard. Dîner avec les investisseurs. Elle vérifia l'heure. Fin de soirée. Quelques instants plus tard, elle aperçut une publication de Léa sur les réseaux sociaux. Une photo prise dans un bistrot gastronomique très prisé du 8e arrondissement. Lumière tamisée, coupe de champagne, et cette légende, célébration de décisions audacieuses. Nathalie fixa l'écran longuement avant de fermer son ordinateur. Pour la première fois, elle affronta la pensée qu'elle repoussait depuis des semaines. Si elle ne survivait pas, qui sculpterait l'âme de ses enfants? La chute ne fut pas spectaculaire. Il n'y eut aucune crise ouverte, aucun scandale public. Cela aurait presque été plus facile à affronter. Le poison se diffusa silencieusement. Alors qu'elle entamait son dernier trimestre de grossesse, le médecin de Nathalie exigea un repos absolu. Aucun voyage, aucune réunion sous tension. Christophe ne protesta pas. Au contraire, il accepta avec un empressement suspect. Tu dois te reposer, murmura-t-il en déposant un baiser sur sa tempe. Laisse Léa prendre en charge les négociations à l'étranger. Léa. Pas les associés principaux, pas le directeur financier historique. Léa. En quelques jours, l'usurpation devint flagrante. Elle cessa d'être en copie des correspondances confidentielles. Des mémos internes annoncèrent que Léa représenterait le groupe lors des sommets stratégiques. Que Léa dicterait la stratégie de communication. Que Léa superviserait le conseil durant le congé maternité de Nathalie. Congé maternité. Ses enfants n'étaient même pas encore nés. Un après-midi, clouée dans son appartement, Nathalie suivit en direct la retransmission d'une convention du groupe. Sur la scène, sous une immense bannière clamant « Vision et leadership », Christophe trônait, l'air invincible. Léa se tenait à ses côtés. Trop près pour une simple collaboratrice. Trop affirmée. Lorsqu'un journaliste interrogea Christophe sur la gouvernance à long terme, il sourit de toutes ses dents. Nous bâtissons une équipe pour l'avenir. Des esprits brillants, des perspectives nouvelles. La caméra zooma sur Léa. Elle affichait un triomphe glacial. Le soir même, la presse économique parisienne s'enflammait. Un titre accrocha le regard de Nathalie, Léa de Vigny est-elle l'avenir de la firme? Elle referma l'écran.
À la tombée de la nuit, elle arpenta lentement le couloir, soutenant ses reins meurtris. Les 3 berceaux l'attendaient. Elle avait déjà choisi leur prénom, hérité de l'histoire familiale. Des rires étouffés parvinrent du bureau de Christophe dont la double porte n'était pas totalement fermée. La voix de Léa, familière et assurée. Quand les enfants seront là, les choses seront beaucoup plus simples. Christophe répondit à voix basse, mais Nathalie perçut l'essentiel. Nous devons juste traverser cette période. Traverser cette période. Nathalie recula avant que le parquet ne trahisse sa présence. De retour dans la chambre d'enfant, elle laissa la douleur s'enraciner en elle, froide et calculée. Elle rouvrit son ordinateur. Non pas pour pleurer sur son sort, mais pour ériger une forteresse imprenable autour de ce qui lui appartenait de droit. La nuit précédant la césarienne, l'appartement fut d'un silence sépulcral. Christophe dormait déjà. Il était rentré tard, évoquant avec ferveur de nouveaux contrats luxueux, avant de sombrer dans le sommeil. Son téléphone reposait face contre la table de nuit. Aucune vibration, aucun écran lumineux. Ce détail, à lui seul, prouvait la dissimulation. Nathalie contempla les moulures du plafond. À ce stade de sa grossesse multiple, le sommeil n'était qu'une chimère. Mais son insomnie ne devait rien à la douleur physique. Son esprit était d'une lucidité effrayante. Elle se leva avec peine et gagna le grand salon baigné par la lueur blafarde de la lune. Paris se moquait bien de son agonie silencieuse. Sur la table basse trônait la reliure de cuir qu'elle prétendait ignorer. L'acte notarié. Elle en relut les pages annotées par Maître Delacroix. Un jargon juridique dénué d'émotion, mais qui portait en lui la force de frappe d'un bouclier ancestral. Irrévocable. Ce mot était la clé de voûte. Elle relut les clauses de la fiducie. Consolidation de la majorité des parts. Redirection absolue du pouvoir de vote. Désignation du notaire comme dépositaire exclusif. Des conditions minutieusement imbriquées, infidélité prouvée, perte de mandat social, sauvegarde du patrimoine. Sur le papier, ce n'était que des alinéas. Dans la réalité, c'était la guillotine. Son téléphone s'alluma au cœur de la nuit. Le prénom de Léa apparut brièvement. Nathalie ne toucha pas l'appareil. Elle s'installa sous la lumière dorée d'une lampe de lecture. La ligne de signature l'attendait. Elle signa, sans qu'un seul de ses doigts ne tremble. Elle glissa le document dans l'enveloppe et envoya un bref courriel au notaire. Il est l'heure. Déclencher la procédure des confirmations. Inutile de s'épancher. Maître Delacroix comprendrait. Christophe bougea dans son sommeil, l'esprit tranquille. Il s'imaginait devenir père le lendemain tout en conservant son royaume. Il se croyait intouchable. Si elle ne revenait pas de ce bloc opératoire, ses enfants ne seraient jamais à la merci d'une arriviste. Le bloc opératoire de la clinique était glacial. Les puissants projecteurs l'aveuglaient. Une infirmière ajusta la perfusion pendant qu'une autre lui murmurait des consignes de respiration. Christophe, engoncé dans une blouse stérile, affichait un masque de contrôle absolu. Il lui pressa la main. « Tout va bien se passer », murmura-t-il. Derrière le champ opératoire, elle ressentit la pression brutale, mais aucune douleur. Les ordres chirurgicaux fusaient, nets et tranchants. Premier enfant extrait. Un vagissement grêle perça le silence clinique. Une larme roula sur la joue de Nathalie. « C'est un garçon robuste », annonça une voix. Seconde plus tard. Deuxième enfant. Un cri plus vigoureux. Christophe relâcha son souffle avec un rire nerveux. Troisième en approche. La tension de la salle monta d'un cran. Les mouvements s'accélérèrent. Puis, 3 vies hurlèrent leur arrivée au monde. Nathalie tourna faiblement la tête, apercevant le visage froissé de l'un de ses bébés enveloppé dans un drap médical. « Ils sont parfaits », chuchota l'infirmière. « Parfait. » Christophe se pencha et embrassa le front de Nathalie. « Tu l'as fait. » Mais une ombre s'abattit sur la pièce. L'atmosphère bascula brusquement. La voix du chirurgien perdit toute sa bienveillance. Chute brutale de tension. J'ai besoin de plus d'aspiration. Appelez la réanimation, préparez des poches de sang. Christophe se raidit. Que se passe-t-il? Nathalie sentit une vague de froid insidieux s'emparer de ses veines, un froid qui n'appartenait pas à ce monde. Elle tenta de s'accrocher aux cris de ses enfants. 3 voix.
Ne pas lâcher. Le professeur Mercier croisa son regard, les yeux emplis d'une urgence désespérée. Madame, l'hémorragie est massive. Restez avec nous. Restez avec nous. Elle voulut répondre, mais ses lèvres étaient de plomb. La main de Christophe se crispa sur la sienne. Tu vas t'en sortir, répétait-il d'une voix blanche. Tu vas t'en sortir. Les lumières au-dessus d'elle se brouillèrent. Les sons devinrent une cacophonie lointaine. Alarme, ordre crié, bruit métallique. Une infirmière clama, les triplés sont stabilisés. Stabilisés. Ce mot, pur et salvateur, résonna en elle. Nathalie tourna son visage vers l'ombre de son mari. Protège-les, réussit-elle à articuler dans un souffle. Sa poigne se durcit. Évidemment. Mais les yeux de Nathalie étaient déjà vitreux. L'alarme des moniteurs s'accéléra, devint frénétique, avant de se fondre en un sifflement continu et définitif. Quelques jours plus tard, la nef de l'église de la Madeleine embaumait le lys blanc et le chagrin de bienséance. Ses lourdes portes de bronze s'ouvraient sur une file ininterrompue de berlines noires bloquant la rue Royale. La presse était maintenue à distance par un cordon de sécurité. Christophe siégeait au premier rang, sanglé dans un costume sombre d'une coupe irréprochable. Son expression était d'une dignité étudiée. L'image bouleversante du patriarche endeuillé frappé par le destin en accueillant la vie. Léa arriva avec un retard calculé. Vêtue de noir, sans phare, elle s'avança dans l'allée centrale sous le regard inquisiteur du tout Paris. Elle ne s'assit pas à côté de Christophe, mais juste assez près pour affirmer sa présence. Près de l'autel, 3 couffins symboliques encadraient la nef, les nouveau-nés étant toujours sous assistance respiratoire. Le prêtre loua la dévotion et le sacrifice d'une mère exemplaire. Christophe s'avança au pupitre. Nathalie était l'âme de notre famille, déclara-t-il d'une voix lourde d'une fausse émotion. Ce que nous avons bâti, nous l'avons fait ensemble. Un murmure de compassion traversa l'assistance. Léa baissa les yeux. Au fond de l'église, Maître Delacroix observait la scène avec une froideur de marbre. Sur le parvis, alors que Christophe recevait les ultimes condoléances de la noblesse d'affaires, le notaire s'approcha de lui. « Monsieur de Rochefort, murmura-t-il, le conseil doit se réunir cet après-midi même. » Christophe sia. « Aujourd'hui ? C'est hors de question. » Le regard du notaire était impénétrable. Madame de Rochefort a laissé des instructions. Formelles et opposables. Elles sont exécutoires immédiatement. Son testament sera lu en présence du conseil. Une faille s'ouvrit sous les pieds de Christophe. En fin de journée, le salon de l'avenue Hoche était plongé dans un silence angoissant. Dehors, le ciel gris de Paris pesait sur les toits de zinc. Christophe présidait en bout de table, la place du pouvoir. Léa était assise à sa droite, l'attitude droite, l'air maîtrisé, vêtue d'un tailleur gris anthracite. Aucun administrateur n'osait croiser leurs regards. Maître Delacroix entra le dernier, son attaché-caisse à la main. Il s'installa avec la gravité qu'impose la loi française et déplia le précieux document. Ceci constitue les dernières volontés et l'acte de fiducie irrévocable de Madame Nathalie Wittmann, épouse de Rochefort. Acte dressé et signé au cœur de la nuit précédant son décès. Christophe s'agita. Nous pouvons régler ces questions successorales en privé, maître. Le conseil n'a que faire de ceci. Le notaire ne daigna pas lever les yeux. Le conseil est directement concerné. Il reprit sa lecture d'une voix de stentor. À l'attention de mes enfants, je lègue l'intégralité de mes parts consolidées au sein de la holding Wittmann, représentant la majorité absolue de 51% des droits de vote du groupe, par qui seront placés dans une fiducie familiale irrévocable. La pièce cessa de respirer. Christophe se pencha en avant, menaçant. C'est juridiquement impossible. Elle ne possédait pas, elle a procédé à la consolidation patrimoniale avant son décès, trancha Maître Delacroix. Léa lança un regard d'effroi vers Christophe. Le notaire poursuivit, le dépositaire exclusif de cette fiducie sera Bernard Wittmann, frère de la défunte, garant des valeurs familiales, jusqu'à la majorité des héritiers. Les murmures s'amplifièrent au fond de la salle. Christophe frappa la table. En tant qu'époux et administrateur légal, je conserve l'usufruit et les droits de vote. Maître Delacroix tourna la page avec une lenteur exaspérante.
Clause de révocation pour faute morale, dans l'éventualité où des preuves irréfutables d'infidélité maritale antérieure au décès seraient présentées, l'intégralité des droits de vote dévolus à Monsieur de Rochefort sera immédiatement frappée de nullité et transférée à la fiducie. Un silence de mort écrasa la pièce. La respiration de Léa devint erratique. La mâchoire de Christophe se crispa à s'en briser les dents. C'est de la folie pure. Maître Delacroix déposa un épais dossier sur l'acajou. Les pièces justificatives ont été dûment constatées par huissier. L'Empire vacillait. Christophe dévisagea le dossier. Pour la première fois depuis la tragédie, il comprit que le deuil n'était qu'une façade, l'heure était au châtiment. Personne n'osait toucher l'objet du scandale. Christophe s'en empara, tentant de masquer sa panique derrière une arrogance de façade. Ces insinuations sont ridicules, cracha-t-il en ouvrant la chemise cartonnée. Les preuves s'étalèrent avec une précision chirurgicale. Factures de suites luxueuses, relevés de chauffeurs privés, captures de vidéosurveillance, photographies horodatées. Un palace parisien, un bistrot chic, un hôtel discret lors d'un déplacement soi-disant professionnel. Tout correspondait méticuleusement à ses agendas officiels. Léa restait pétrifiée, ses mains jointes si fort que ses phalanges en étaient douloureuses. Cela ne prouve rien sur le plan juridique, gronda Christophe. Ce sont des dîners d'affaires. Maître Delacroix l'ignora. Tournez la page, monsieur. Le coup de grâce fut porté. Un rapport d'enquête privé exhaustif, assermenté, financé des mois plus tôt par les fonds personnels de Nathalie. Filature, témoignages accablants, observations nocturnes. L'air manqua dans la pièce. Bernard Whitman, le frère aîné siégeant au conseil, représentant de la vieille aristocratie financière, prit la parole d'une voix glaciale. Christophe, avez-vous une explication acceptable à fournir à ce conseil? Christophe se redressa, acculé. Ma vie privée n'a rien à voir avec les intérêts de ce groupe. Elle devient l'affaire du groupe, rétorqua sévèrement Bernard, lorsqu'elle expose notre patrimoine à un risque réputationnel désastreux. Ma sœur avait prévu ce déshonneur. Léa brisa enfin le silence, la voix étranglée. Elle a engagé un détective pour nous traquer. Elle s'est protégée des pillards, corrigea sèchement le notaire. Perdant tout contrôle, Christophe se tourna vers Léa, oubliant brutalement la barrière du vouvoiement professionnel devant le conseil ébahi. Tu m'avais juré que tes indiscrétions ne remonteraient jamais à la surface. Les mots résonnèrent comme un coup de fusil. L'assemblée fut frappée de stupeur. Ce « tu » intime, craché en pleine salle du conseil, arrachait le masque de leur hypocrisie. Léa écarquilla les yeux, horrifiée. Pardon? Bernard Whitman s'adossa à son siège, le dégoût peint sur le visage. Ces indiscrétions. L'aveu est fait. Christophe réalisa instantanément l'énormité de sa bourde. Maître Delacroix referma solennellement le dossier. Avec effet immédiat, vos mandats sociaux et droits de vote sont suspendus. L'autorité exécutive est transférée à la fiducie familiale Whitman. L'avocate d'affaires du groupe hocha la tête. La clause est inattaquable. Christophe se leva brusquement. Vous commettez une erreur monumentale. Personne ne le suivit. Et Léa comprit, en un éclair terrifiant, qu'elle s'était hissée sur un trône de cendres. Christophe ne rentra pas dans son appartement majestueux. Il exigea que son chauffeur le conduise directement au cabinet de ses avocats, avenue Montaigne. Il ne supportait pas l'idée d'affronter les fantômes de sa demeure. L'équipe d'avocats l'attendait déjà, manches retroussées, décortiquant le testament de Nathalie sous la lumière crue. Au dehors, Paris étincelait, indifférente à sa disgrâce. C'est un pur acte de vengeance personnelle, vociféra Christophe en arpentant la pièce. Elle a manipulé la structure pour me détruire. Trouver une faille légale. L'associé principal leva les yeux de ses feuillets. La fiducie est verrouillée. Le transfert des actifs a été acté devant notaire avant son trépas. C'est du droit civil fondamental, monsieur. Elle n'avait plus toute sa tête, hurla-t-il. Le notaire a profité de sa faiblesse. L'avocat resta de marbre. Avez-vous une expertise psychiatrique prouvant l'altération de son discernement? Il se tut.
Son téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Investisseurs affolés, administrateurs furieux, appel désespéré de Léa. Il rejeta l'appareil. Exiger une injonction du tribunal. Gélons le transfert. L'avocat soupira. Si nous allons au contentieux, le dossier d'infidélité deviendra public. Vous devrez plaider, devant la presse entière, que votre défunte épouse a forgé de fausses preuves pour masquer votre liaison. Êtes-vous prêt à jeter l'honneur de votre famille en pâture aux journaux à scandale? Le mot « liaison » flotta dans l'air, nauséabond. Dans les cercles feutrés de la capitale, la rumeur se propageait déjà. Un message tomba sur son écran. Vote d'urgence du Conseil demain matin. Révocation du PDG. Christophe sentit un froid polaire l'envahir. Ils ne peuvent pas agir si vite. Ils le peuvent, trancha l'avocat. Vous n'avez plus la majorité. Il s'effondra dans un fauteuil en cuir. Il avait passé sa vie à dominer ce genre de négociation. Aujourd'hui, il était la proie. Il fixa la copie de la signature de Nathalie. Ferme. Élégante. Implacable. Le lendemain matin, le conseil se réunit avec la ponctualité des exécutions capitales. Christophe arriva en avance pour éviter l'humiliation des regards fuyants. Léa fit son entrée peu après. Elle prit soin de s'asseoir loin de lui. Un détail qui le blessa dans son orgueil. Le premier point à l'ordre du jour était le vote de destitution. Avant que la procédure formelle ne débute, Léa se leva. Il y a un élément que le conseil se doit d'entendre. Christophe la fusilla du regard. Elle posa son téléphone sur la table et lança un enregistrement vocal. La voix de Christophe s'éleva, d'une arrogance glaçante, tutoyant sa maîtresse. Une fois que Nathalie ne sera plus un obstacle, la structure changera. Tu auras tes parts, Léa. Je te le promets. L'enregistrement ne fit pas grand bruit, mais son écho fut dévastateur. Christophe bondit de sa chaise. Cet extrait est sorti de son contexte. Léa soutint son regard avec une haine farouche. Je l'ai enregistré pour me prémunir. Te prémunir de quoi, siffla-t-il. De tes mensonges et de tes trahisons, répondit-elle sèchement. Bernard Whitman, outré par cette abjection, prit la parole. Il y avait donc préméditation. Un pacte scellé sur la tombe de ma sœur. L'avocate du groupe intervint d'un ton monocorde, cet enregistrement corrobore de manière irréfutable les preuves matérielles fournies par l'acte notarié. Léa perdit de sa superbe. Je n'ai jamais voulu que la situation dégénère ainsi. Bernard la coupa sans ménagement. C'est hélas le fardeau des conséquences, mademoiselle. Le président de séance appela au vote. Aucune délibération ne fut nécessaire. Les mains se levèrent, une à une. La destitution fut prononcée à l'unanimité. En tentant de sauver sa tête, Léa venait de signer sa propre sentence de mort professionnelle. À midi, le scandale éclatait dans les colonnes du Figaro Économie. Quelques paragraphes cinglants évoquaient une « restructuration éthique » au sein du groupe Whitman et Rochefort. Les mots « abus de confiance » et « trahison de l'esprit de famille » faisaient le tour des cercles parisiens. Christophe assistait à sa propre chute depuis son bureau, qui ne lui appartenait déjà plus. À la bourse, le titre dévissa légèrement, avant de se stabiliser, le marché punissait l'homme, mais saluait la solidité du patrimoine. Dans les locaux attenants, Léa dévisageait un courriel des ressources humaines, mis à pied conservatoire immédiate. Son accès au réseau de l'entreprise était bloqué. Les réseaux sociaux étaient pires. Les cercles mondains décortiquaient les photos du gala au crayon, l'ironie cruelle du regard de Léa sur la femme qu'elle remplaçait. Les commentaires étaient assassins. Son téléphone vibra. Un appel de sa banque. Le luxueux appartement qu'elle convoitait dans un hôtel particulier du Marais, dont Christophe s'était porté garant, voyait son financement gelé. L'ascenseur social s'écrasait avec fracas. En fin de journée, Bernard Whitman s'adressa brièvement à la presse. Notre priorité absolue est la pérennité de notre patrimoine et la protection stricte des intérêts des héritiers Whitman. Pas un mot pour Christophe. Le patriarche effaçait l'usurpateur.
Le vaste appartement de l'avenue Foch n'avait jamais paru si vide. D'immenses cartons jalonnaient le couloir. Pas de déménageurs bruyants, mais un service privé opérant dans un silence clinique pour emballer les trophées de cristal et les reliques d'une gloire passée. Le conseil avait suspendu ses indemnités de logement, une autre clause fatale du contrat initial qu'il avait négligé. Ses crédits personnels, adossés à la valeur de ses parts désormais bloquées, exigeaient une liquidation immédiate de ses actifs. Il devait abandonner le triplex. Christophe s'arrêta sur le seuil de la chambre des enfants. Les bébés étaient toujours à la clinique, maintenus dans les couveuses. Il ne les avait pas encore pris dans ses bras, trop occupé à batailler avec ses avocats. À la télévision du salon, un bandeau d'informations défilait, le groupe Whitman sécurise son héritage sous la houlette d'une gouvernance familiale. Il prit le cadre en argent posé sur la cheminée. La photo de Nathalie au crayon. Son regard profond semblait le juger depuis l'au-delà. Son téléphone sonna. Léa. Il décrocha dans un soupir. Il faut qu'on se voie, supplia-t-elle. Il n'y a plus rien à dire, répondit-il d'une voix morte. Tu m'avais promis ta protection, sanglota-t-elle. Il regarda les murs nus de son ancienne vie. Je suis incapable de me protéger moi-même. Il raccrocha. Dehors, Paris brillait de mille feux. Lui n'était plus qu'une ombre. La vidéo fut transmise au conseil une semaine après les funérailles. Le notaire exigea que la projection se fasse dans le silence absolu. Christophe fut autorisé à s'asseoir, relégué au bout de la table. L'écran s'illumina, dévoilant Nathalie assise dans le fauteuil à bascule de la chambre d'enfant. Elle était pâle, d'une beauté tragique, mais son regard était flamboyant. Si vous regardez ceci, c'est que mes enfants ont survécu, mais pas moi. Christophe baissa les yeux pendant qu'elle dictait ses valeurs à sa progéniture. Le respect de la parole donnée, la droiture, le refus de la compromission. L'argent protège, mais il ne remplace jamais l'honneur ni la dignité, déclara-t-elle. Puis, elle regarda droit dans l'objectif. L'avertissement s'adressait aux adultes. Si des actes de trahison ont menacé notre famille, sachez que je n'ai pas répondu par la rancœur, mais par la loi. Mes enfants méritent un patrimoine sain et des protecteurs qui connaissent le sens du mot loyauté. Ceci n'est pas une vengeance. C'est un rempart. L'écran devint noir. Maître Delacroix rompit le silence. La fiducie est inébranlable. Christophe resta cloué sur sa chaise. Il comprenait enfin que sa femme avait été un génie stratégique bien supérieur à lui. 2 mois s'écoulèrent. Bernard Whitman avait pris les rênes du groupe avec une autorité patriarcale incontestée. Fini les expansions hasardeuses et le luxe ostentatoire. La holding se recentra sur la gestion d'infrastructures solides et la valorisation du patrimoine familial à long terme. La bourse salua ce retour à une sagesse conservatrice. Léa avait quitté Paris par un matin brumeux. Aucun scandale dans la presse, juste une fuite misérable vers la province. Ses rêves de grandeur pulvérisés, elle retourna chez sa mère, dans la banlieue de Bordeaux. Face au trophée de ses succès scolaires dans sa chambre d'adolescente, sa mère lui demanda avec une tristesse résignée, « Cela en valait-il la peine, ma fille ?» Léa supprima le numéro de Christophe de son téléphone. L'effacement total. À la clinique de Neuilly, Christophe se présenta avec un simple badge visiteur. Autrefois, on lui aurait déroulé le tapis rouge, aujourd'hui, il attendait son tour. Il entra dans la chambre stérile. Bernard Whitman y était déjà, berçant l'un des enfants avec la douceur d'un grand-père. « Ils vont sortir la semaine prochaine », annonça Bernard. « La fiducie a acquis un bien immobilier convenable pour que tu puisses les élever dignement, mais sous stricte tutelle financière. » Christophe s'approcha. Une infirmière déposa sa petite fille dans le creux de ses bras. Elle était chaude, fragile, réelle. Face à ce miracle absolu, tous ses mensonges, ses montages financiers et ses trahisons lui parurent d'une futilité affligeante. « Je vais me débrouiller », murmura-t-il, les larmes aux yeux. « Je vais me débrouiller. » 3 ans passèrent. Sous l'ombre des grands arbres du jardin du Luxembourg, 3 enfants soufflaient leurs bougies d'anniversaire. Aucun journaliste n'était présent.
Seuls quelques proches et le fidèle maître de la croix, appuyé sur sa canne, observaient la scène. Christophe s'était reconstruit. Vivant modestement de missions de conseil indépendantes, il respectait scrupuleusement les exigences du conseil de famille pour conserver son droit de garde. L'arrogance avait fait place à l'humilité. Un petit garçon courut vers lui en riant et se jeta dans ses bras. « Papa !» Cette simple syllabe valait bien plus que tous les empires du monde. 5 ans plus tard, l'hôpital dévoilait une plaque de marbre dans son hall principal, pavillon de maternité Nathalie Whitman, fondé par la fiducie familiale pour la protection de la vie. Bernard Whitman et Christophe se tenaient côte à côte, lisant l'inscription. L'empire avait survécu parce qu'il reposait sur l'intégrité, et non sur la vanité. Christophe avait compris que le véritable héritage ne se vole pas par des manœuvres de pouvoir, il se gagne par la noblesse du cœur. Si cette histoire de trahison, de châtiment et de rédemption a résonné en vous, ne passez pas votre chemin, aimez ce récit, partagez-le avec ceux qui doivent entendre que la véritable force réside dans la droiture, et rejoignez-nous pour d'autres explorations des tréfonds de l'âme humaine. L'intégrité est une puissance silencieuse, et la croissance ne naît bien souvent qu'au creuset de nos propres conséquences.